bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir donc, sur ce site de Montbéliard, donc, dans notre amphithéâtre, qui va être en fait un pas de tir pour faire un voyage d'1h45 à peu près, direction la Lune. Pourquoi évoquer Apollo ? Apollo, c'est un programme américain qui s'est déroulé il y a 50 ans. Donc on commence à fêter les différents événements de ce programme. On a commencé à partir du mois de novembre. Et le mois de décembre est une date assez importante dans ce programme par rapport à une mission particulière, Apollo 8. On peut considérer que c'est la dernière grande aventure d'exploration humaine à ce jour, parce que les astronautes qui ont franchi en fait la limite d'attraction terrestre, ce qu'on appelle l'équigravisphère, sont peu nombreux. Et depuis la fin du programme Apollo, en 1972, ça ne s'est plus reproduit. C'est un véritable tournant dans la perception de notre planète. On va voir une série de photographies que le monde a découvert avec Apollo 8 et qui a marqué les esprits et qui est à l'origine de nombreux mouvements et de prise de conscience en ce qui concerne la fragilité de notre planète et la gestion de nos ressources et de l'environnement. Apollo, c'est un projet, plutôt des projets très nombreux, extrêmement complexes, qui a coûté cher, qui a mis en jeu à peu près 400 000 employés aux États-Unis, que ce soit à la NASA, chez les fournisseurs, dans les laboratoires de recherche et puis chez les sous-traitants. C'est un projet qui a coûté à l'époque 25 milliards de dollars, donc aujourd'hui ça doit être dans les 150 milliards de dollars en dollars 2018. C'est aussi un saut technologique formidable, qui a permis en fait de passer d'innovations qui étaient dans les laboratoires à des produits et à des technologies qui ont pu être déployées dans le cadre de ce projet, que ce soit des nouveaux matériaux, que ce soit des techniques de soudure, que ce soit on va en parler, la possibilité de générer de l'électricité à partir d'une pile à combustible. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont en fait été un vrai tremplin pour la technologie dans le cadre de ce projet. Et puis finalement, c'est l'apogée de la seconde révolution industrielle, révolution industrielle pilotée par les énergies fossiles, le pétrole et ses dérivés, et c'est à la charnière avec la troisième révolution industrielle, puisque les premières applications informatiques, les premiers microprocesseurs se sont retrouvés dans notamment le système de guidage du vaisseau Apollo. Alors, je vais utiliser les 2 heures qu'on a devant nous de la sorte. Je vais déjà, après me présenter brièvement, présenter un programme Apollo il y a 50 ans qu'on a mis en place avec quelques collègues. Ensuite, pourquoi avoir choisi de parler d'Apollo 8 ? Apollo 8 c'est une mission qui s'est déroulée entre le 21 décembre et le 27 décembre 1968. C'est une mission qui est importante parce qu'elle n'était pas prévue telle qu'elle a été réalisée initialement. Et en fait, la NASA a pris des risques qui ont vraiment ouvert la route vers la Lune. Et ça a permis de réussir en fait, le pari de se poser sur la Lune avant la fin de l'année 69. De multiples challenges et de records en fait, ont été battus dans le cadre de cette mission. Et enfin, c'est la première fois que 3 premiers astronautes ont quitté en fait, le champ d'attraction terrestre et sont donc devenus des extraterrestres. Ils sont revenus quand même. Alors, le plan de ma présentation, on va déjà se questionner pourquoi la Lune, dans quel contexte, pourquoi est-ce qu'on a cherché à
à y aller. Ensuite, comment y aller, parce que c'était pas évident au départ. On fera un bref historique du programme spatial de la NASA, enfin des 2 programmes qui ont précédé le programme Apollo. Je donnerai quelques données techniques sur le vaisseau Apollo et sur son lanceur, Saturne V, mais ce n'est pas l'objet principal en fait de cet exposé. Il y aura d'autres présentations plus techniques. Enfin, le cœur de la présentation va être autour d'un storyboard. J'ai essayé de m'attacher à vous raconter la mission Apollo 8, étape par étape, les étapes importantes, et d'essayer de les illustrer au mieux avec ce qui est disponible aujourd'hui, et pour vous faire vivre en fait ce qui s'est passé pour l'équipage et pour le vaisseau. On fera un petit bilan, et puis après, pour ceux qui auront encore envie de passer 20 minutes sur ce sujet, j'ai un petit film à projeter qui date de 1969, donc qui est un petit peu amusant sur le plan cinématographique, mais qui vous permettra de voir en dynamique, en images animées, ce que je vous ai présenté en diapositive. Alors, nous sommes quelques collègues à avoir souhaité fêter, pendant l'année universitaire 2018-2019, fêter ces 50 ans du programme Apollo. Je suis accompagné de David Bouquin, Denis Choulier, Laurent Héberger, Pierre-Alain Véité et certainement d'autres qui nous rejoindront pendant l'année pour vous présenter des événements, des conférences sur cette thématique-là. Et puis, on attend que ce soit confirmé, mais on espère bien avoir un astronaute au printemps 2019 pour faire une conférence qui soit avec du vécu, quoi. Alors, je me présente, Hugues Baume, je suis ingénieur et designer industriel, responsable de la formation EDIM, Ergonomie Design Ingénierie Mécanique, qui est dispensée ici sur ce site de Montbéliard de l'UTBM. Je suis passionné en fait par ce sujet des fusées et plus particulièrement du programme Apollo, parce que j'avais 4 ans en 1969 et qu'on me réveillait pour regarder tous les reportages télé. J'étais passionné par ça. J'ai eu des pièces et des échantillons, enfin d'éléments de vaisseaux spatiaux qui sont allés derrière la Lune. J'ai eu les signatures des premiers astronautes ayant mis les pieds sur la Lune. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans et comme tous ceux de ma génération, j'ai très certainement un peu trop rêvé un jour de pouvoir être astronaute. Ça n'a pas été le cas puisque je suis là ce soir. Enfin, j'aurais pu y être en tant qu'astronaute, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc moi je vais vous parler en tant que passionné. Je ne connais pas tout. Je vais essayer de vous transmettre en fait un petit peu mon enthousiasme et vous faire vivre cette mission, ce voyage de quasiment 7 jours qui a permis en fait d'aller tourner derrière l'astre lunaire. Donc dans notre programme, une première conférence donc en décembre, celle-ci sur Apollo 8. On en projette une en mars 2019 sur Apollo dans la globalité de son programme qui était titanesque. En mai 2019, un point particulier sur un objet hautement technologique, la pile à combustible, parce que sans la pile à combustible, on ne serait jamais allé sur la Lune. Pendant le crunch time, on sera plusieurs à animer en fait une conférence et un événement autour de la mission Apollo 13, qui a été un échec, mais qui a en fait été la plus belle réussite de la NASA, parce que les 3 astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre. Le centre de contrôle des missions a vécu un véritable crunch time pendant ce sauvetage qui a duré un peu moins de 5 jours. En juin 2019, un petit peu avant juillet, on présentera évidemment la mission Apollo 11, celle qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune, avec un petit peu d'avance pour que les étudiants soient encore sur place, vu que c'est fin juillet que Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont mis leurs bottes d'astronautes sur le sol lunaire.
En novembre 2019, on aura une conférence sur toutes les missions qui ont succédé à Apollo 11 et on va voir que l'exploit technologique en fait, a cédé le pas à l'exploration géologique avec de nouveaux outils pour faciliter cette exploration. Et puis en novembre ou en décembre, on clôturera en se mettant en perspective la Lune, oui, est-ce qu'on va y retourner et pourquoi pas Mars? Et c'est à cette occasion qu'on espère avoir la présence d'un astronaute. Alors, le contexte dans lequel on se trouve au début des années 60 dans l'exploration de l'espace. Donc il y a eu une course à l'espace effrénée qui a commencé dès 1942. Un groupe de scientifiques allemands qui était mené par un dénommé Werner von Braun étudier les fusées. Et le 3 octobre 1942, il y a eu le lancement du premier V2. Ça a été malheureusement, ces innovations ont malheureusement été exploitées à des fins plutôt fortement critiquables, puisque c'était des vecteurs pour porter des frappes sur l'Angleterre, entre autres. Mais à l'issue du second conflit mondial, les Anglais, les Russes, les Américains se sont fait la course pour aller récupérer toute cette équipe de scientifiques allemands qui avaient beaucoup d'avance sur les moteurs fusées. Et entre autres, ce dénommé Werner von Braun, qui était le responsable de ce centre de recherche. Donc, premier vol en fusée le 3 octobre 1942 avec le V2. Et puis, ce sont les Soviétiques qui vont, dans le début de la course à l'espace, prendre le lead et de manière fracassante, le 4 octobre 1957, en plaçant un premier satellite, tout petit, vous le voyez, vous le voyez sur la photo, c'est pas un très gros diamètre, Sputnik, qui a fait pendant quelques jours, a émis en fait un petit signal bip, bip, bip que tout le monde pouvait entendre sur sa radio. Et ça a été quelque chose qui a enclenché aux États-Unis une réaction assez immédiate pour enclencher un programme spatial accéléré. Alors, aux États-Unis, ils n'étaient pas en train d'attendre et de regarder, mais ils étaient en retard. Et là, il y avait une menace. Si on était capable de placer une petite sphère comme ça, métallique, en orbite, on pouvait aussi placer une tête nucléaire en orbite. Et du coup, tous les pays d'Amérique du Nord étaient à la portée de frappe de l'URSS. Donc ça a accéléré les choses, mais les Russes avaient de l'avance, ils l'ont conservé, et le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Youri Gagarin, à bord de Vostok 1, a été donc le premier homme à être placé en orbite terrestre. Alors on dit cosmonaute pour les Russes et astronaute pour les Américains. Voilà. Donc dans la suite de mon exposé, je vais parler principalement d'astronautes. Voilà, donc c'est allé quand même très vite, 1942-1961. Ici, on est sur des premiers vols balistiques, orbite d'un satellite, orbite en fait d'un vaisseau habité. Les Américains sont toujours derrière, mais vont quand même réussir quelques mois après, le 5 mai 61, à mettre un Américain dans l'espace, Alan Shepard, qui fait partie des 7 premiers astronautes. Pour ceux qui ont vu le film de l'étoffe des héros, ça leur rappellera des souvenirs. Donc Alan Shepard a fait un tout petit vol, un vol balistique en fait. Il n'a pas été mis en orbite. Il est monté à 187 km et puis il est retombé tout de suite. Donc il est resté 15 minutes en fait, 15 minutes en vol. Donc voilà à peu près l'état des lieux mi-1961 en ce qui concerne la conquête de l'espace. Et le jeune fraîchement élu président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, juste après le vol balistique d'Alan Shepard, va faire un discours qui va faire date auprès du Congrès des États-Unis en lançant en fait le programme Apollo.
C'était extrêmement audacieux de sa part, hein, et audacieux de la part du pays, parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore mis aucun élément en fait en orbite terrestre. Et donc il a annoncé, je vais vous le lire en français, tout d'abord, je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Aucun autre projet spatial au cours de cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité ou plus important pour l'exploration de l'espace à long terme. Et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à accomplir. Et donc, quand il a fait cette annonce, au sein de la NASA, qui était toute fraîchement créée et issue de la NACA, les dirigeants de la NASA, quand même, se sont dit sacré challenge, parce que 9 ans, ça va passer très vite. Et on va donc voir comment est-ce que 400 000 personnes aux États-Unis ont réussi en fait à tenir ce pari. Alors, quand Kennedy a fait son discours, il y avait des hypothèses, différentes hypothèses qui étaient en discussion, hein, pour savoir comment rejoindre la Lune. Aujourd'hui, on ne savait que se placer en orbite terrestre, et encore, c'était les Russes, et il fallait aller jusqu'à la Lune. C'est quasiment 400 000 kilomètres. Hein. Alors, il y avait 3 méthodes envisagées entre 1958 et 1962. Une première méthode qui s'appelle en fait l'ascension directe. On décolle, on part, on accélère, on accélère, on accélère, on sort de l'attraction terrestre, on est aspiré en fait par la Lune, et en fait avec la trajectoire, on va directement se poser. Donc là, il n'y a pas de mise en orbite intermédiaire, l'ascension directe. Ensuite, il y avait un autre groupe qui réfléchissait sur une autre méthode, c'était l'IOR, Earth Orbit Rendezvous. Il s'agit en fait ici de décoller et de faire décoller peut-être plusieurs vaisseaux, on va voir après, d'assembler un train spatial et de l'envoyer après pour une trajectoire directe avec un posé sur la Lune. Et ensuite, retour, décollage et on rentre. Et puis la troisième option, le LOR, Lunar Orbit Rendezvous. Donc là, c'est en route pour la Lune qu'on va constituer le train lunaire. Et ensuite, ce train lunaire va se désassembler en orbite lunaire. Un élément va se poser sur la Lune. Et puis, après l'exploration lunaire, va remonter, rejoindre en fait l'élément qui est resté en orbite lunaire, se réassembler. Donc, il va falloir se donner rendez-vous en orbite lunaire et après rentrer. Alors, le fameux vol direct, tout le monde le connaissait déjà. Parce que en 1956 ou 58, je crois bien que c'est 56, un certain Hergé, pour les albums de Tintin, avait imaginé déjà le vol direct avec cette super fusée qui décollait de la Terre directement et suivait exactement cette ascension directe. Et se posait entière sur la Lune pour en redécoller entière et se reposer sur Terre. Alors évidemment, une masse énorme, un besoin d'énergie extrêmement conséquent. Donc Hergé avait imaginé que la propulsion était nucléaire. Alors, la vision de la NASA de cette ascension directe est un petit peu différente. Elle a envisagé, et vous le voyez ici, un lanceur super lourd qui s'appelait Nova, qui développait 9000 tonnes de poussée au décollage, avec un seul lancement, et qui allait en fait larguer au fur et à mesure de l'ascension les étages qui étaient consommés, mais allait placer en trajectoire directe un vaisseau spatial assez imposant qui allait se poser directement sur la Lune et qui allait s'en extraire dans son intégralité. Il n'y avait pas de rendez-vous. Donc la technique était beaucoup plus simple, moins risquée. On n'a pas à essayer de se retrouver dans l'espace pour se réassembler. Mais c'était extrêmement osé. Le Earth Orbit Rendezvous, lui, par contre, avait 2 hypothèses. Il y a une première hypothèse en 1958 où on va utiliser de multiples petits lanceurs, le lanceur C1, qui va devenir après le Saturne 1, et il était imaginé d'en lancer 15 à peu près, entre 10 et 15. Et ces lanceurs de 670 tonnes de poussée
allait en fait mettre en place en orbite terrestre, hein, j'ai amené un ballon de basket pour symboliser la Terre, allait mettre en place en orbite terrestre un mécano géant pour assembler un train spatial qui va après accélérer, sortir de l'attraction terrestre, se mettre sur une trajectoire lunaire. Mais 10 ou 15 lanceurs, avec les probabilités de défaillance, vu que ce sont des engins qui comportent plusieurs millions de pièces, on n'était pas certain que les 15 lanceurs arrivent au bon moment pour pouvoir assembler le train spatial. Donc c'était extrêmement risqué et extrêmement coûteux. Une autre hypothèse est arrivée en 1962 en disant on va essayer de diminuer le risque et d'en envoyer que 2. Donc là, ça va être des lanceurs qui vont être lourds. C'est celui-ci, donc le C5, un peu plus petit que celui qui était envisagé pour l'ascension directe, le Nova, et qui développe 3450 tonnes de poussée. Donc qui peut mettre dans les 300 tonnes en fait en orbite terrestre. Il y avait en fait 2 lanceurs, un pour lancer un vaisseau habité avec un moteur et des réservoirs vides, et tout ce qu'il faut pour assurer le voyage jusqu'à la Lune, et un second lanceur qui allait en fait lancer et mettre en orbite les réservoirs d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide qui allaient être transvasés dans le vaisseau spatial en orbite terrestre pour après être envoyés sur la Lune. Parce que l'ensemble, la masse en fait, du train spatial était beaucoup trop importante pour pouvoir le faire avec un seul lanceur. Et puis, le Lunar Orbit Rendez-vous, qui est une idée qui a été défendue bec et ongle par un dénommé John Houbolt, et qui croyait vraiment que c'était la seule solution pour aller sur la Lune. Alors au départ, la solution de l'Earth Orbit Rendez-vous était d'ailleurs celle qui était privilégiée par Wernher von Braun, qui était vraiment le grand responsable du développement des lanceurs Saturne. Et donc, Houbolt a dû insister et démontrer que sa solution était vraiment la plus performante. La plus performante parce qu'en fait, elle va mettre en jeu un seul lanceur lourd, le C5, de 3450 tonnes de poussée, et ce lanceur va pouvoir lancer un vaisseau spatial complet. Complet qui est disposé en fait dans le lanceur et qu'on va réassembler non pas dans l'orbite terrestre, mais quand on est en injection sur la trajectoire lunaire. Et en fait, quand on va arriver sur la Lune, cet ensemble va se séparer, une petite partie va aller se poser sur la Lune, exploration lunaire, une plus infime partie de ce module va redécoller de la Lune, on laisse tout le poids inutile, et va devoir retrouver le module qui est en attente, et en attente sur l'orbite, pour pouvoir en fait retransvaser les astronautes qui ont fait l'exploration lunaire, récupérer l'astronaute qui était en attente, et puis faire le chemin retour vers la Terre. Voilà, donc cette solution, finalement, va être celle qui va être retenue par la NASA fin 1962 pour le programme Apollo. Donc le Lunar Orbit Rendez-vous. Alors, on ne va pas pouvoir aller directement sur la Lune en ne faisant qu'un programme Apollo. Ça aurait été beaucoup trop risqué. Donc, on y allait en fait pas à pas. Le programme Mercury, qui était déjà lancé, puisque Alan Shepard avait fait son premier saut, a été poursuivi de 1958 à 1963. On voit ici la capsule Mercury et son lanceur. Ensuite, il y a eu le programme Gemini, qui a été mis en place vraiment pour, étape par étape, débroussailler, tester et valider toutes les techniques qui vont permettre après à Apollo de se rendre sur la Lune. Donc le programme Gemini a été assez rapide, puisqu'il a duré en fait de 1963 à 1966. C'était une capsule pour 2 astronautes et un lanceur qui était un petit peu plus puissant, évidemment, puisque la charge utile était supérieure. Par contre, on restait en orbite terrestre. Le programme Gemini n'est pas allé au-delà de l'orbite terrestre. Et puis le programme Apollo, 1963 à 1972, il y a eu une dernière mission en 1975 avec un vaisseau qui n'avait pas été utilisé, puisqu'il y a eu 3 missions qui ont été abandonnées pour des raisons budgétaires. Et donc le programme Apollo, qui a mis en jeu
un ensemble qui est beaucoup plus volumineux que les précédents, avec un module de commande pour 3 astronautes, un module lunaire, et puis des lanceurs qui sont nettement supérieurs. Ici, vous avez le lanceur Saturne 1, donc issu du projet C1, qui permet en fait de mettre le module de commande en orbite terrestre. Et là, vous avez le lanceur qui permet d'envoyer le train spatial complet jusqu'à la Lune. Donc on voit déjà à la perception des dimensions et des volumes des lanceurs qu'il y a besoin de beaucoup plus d'énergie pour aller sur la Lune que pour se placer en orbite terrestre. Alors, je vais aller assez vite sur l'historique donc, de ces 2 programmes Mercury et Gemini, mais donner quelques éléments clés qui vont éclairer les choses. Le projet Mercury, donc, on a eu Alan Shepard qui a fait un premier saut. Ce qui a fait un grand bien à l'Amérique, c'est le 20 février 1962, John Glenn, un autre astronaute, donc américain, qui a pu être mis en orbite terrestre. Et là, ça a été vraiment une grande satisfaction, parce que, bien qu'il soit toujours derrière les Russes, puisque Gagarine avait été placé en orbite avant lui, les États-Unis commençaient à voir qu'ils rattrapaient un bon bout de chemin. Par contre, il y a eu une première qui a été réalisée. Gagarine n'avait pas emmené d'appareil photo, alors que John Glenn était équipé en fait d'appareils photo, et il a rapporté les premières photos de la Terre vues de 180-190 km d'altitude. Donc ça, vous avez une des photos ramenées par Mercury. Et après, les magazines comme Life Magazine, National Geographic, en fait, ont largement diffusé ces premières vues. Mercury, l'objectif, c'était de placer en orbite terrestre, déjà. Il fallait le réussir. C'est de mettre au point un dispositif de récupération qui soit sûr, fiable, viable, à la fois de l'astronaute, évidemment, mais aussi du matériel, de la capsule. Ce n'était pas évident au départ parce qu'en fait, on voyage à des vitesses qui sont autour de 18 000 km/h et la rentrée dans l'atmosphère va se faire avec un échauffement cinétique et découvrir des matériaux, des techniques pour protéger en fait la capsule, le module, pour éviter une élévation de température et en fait sa combustion qui mettrait en péril évidemment l'astronaute. L'objectif de Mercury, ça a aussi été d'étudier les effets de la pesanteur sur l'organisme. On avait testé ça avec des vols paraboliques, avec les premiers lancements et vols balistiques. Alan Shepard a dû faire 3 ou 4 minutes d'apesanteur. Là, quand on est en orbite et puis qu'on va tourner 15 fois autour de la Terre, il va se passer pas mal de choses au niveau de l'organisme. Donc tout ça, on l'a découvert. Il a fallu faire des essais, faire des mesures et voir comment ça se passait. Donc le projet Mercury, c'est 19 vols entre 1959 et 1963, dont 6 habités par les 7 premiers astronautes américains qui ont été immédiatement des stars. C'est-à-dire que les Russes ont été extrêmement prudents et n'ont absolument pas médiatisé leur lancement, leur tir. Les Américains, au contraire, on présente tout, quitte à ce qu'il y ait un échec. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on voit en fait des lanceurs exploser sur le pas de tir ou exploser à 5 ou 800 mètres d'altitude. Donc ils ont tout montré, tout présenté, et ces 7 astronautes sont devenus quasiment des super-héros à la Marvel dans l'Amérique de la fin des années 50. Ensuite, le projet Gemini a marqué date, en fait, parce que, notamment, ça a permis à un premier astronaute américain, Edward White, de faire une première sortie dans l'espace. Alors là aussi, déception parce que les Russes l'ont fait juste avant eux. Le cosmonaute Alexei Leonov l'a fait le 18 mars 1965. White a marché dans l'espace le 3 juin 1965. Ça a été difficile et délicat. Il a eu énormément de difficultés pour se mouvoir, se déplacer. On n'a pas d'appui. On lui avait fait un petit système avec des micromoteurs à réaction pour pouvoir se déplacer, mais il a tout découvert
et il a failli s'épuiser à l'extérieur avant de pouvoir rejoindre la capsule. Les objectifs de Gemini pour préparer Apollo. Le premier objectif, franchement fondamental, c'est d'arriver à effectuer un rendez-vous entre deux vaisseaux spatiaux, puisqu'il va falloir faire des rendez-vous en orbite lunaire. Ben, ça a été réussi. Ici, vous avez une photo de Gemini 6 en rendez-vous avec Gemini 7. Ensuite, une fois qu'on a fait le rendez-vous, c'est arriver à s'arrimer, se docker en anglais, s'arrimer avec le vaisseau ou avec la charge utile sur laquelle on va venir en fait se connecter. Il a fallu 2 essais. Ici, vous avez une photo de l'essai qui a été parfaitement concluant. Le premier essai, il a été délicat parce qu'immédiatement arrimé à la cible Agena, c'était une cible non habitée, le vaisseau Mercury qui était piloté par Neil Armstrong, et je pense que si vous connaissez un astronaute, ça doit être celui-là, puisque c'est le premier à avoir mis le pied sur la Lune. Neil Armstrong, en fait, a pu sauver la mission, parce qu'une fois docké avec la cible, l'ensemble, en fait, s'est mis en gyration forte, ça s'est accéléré, son collègue est tombé, en fait, en syncope, et il a pu, en fait, éjecter immédiatement la cible et rattraper en manuel et redonner de la stabilité à un vaisseau Gemini qui était parti en toupie. Et c'est ce qui a permis à Neil Armstrong de sauver la mission et de gagner sa place en tant que commandant de mission pour Apollo 11. D'accord ? Pour ceux qui sont allés voir le film First Man, moi j'ai trouvé que dans le début, c'était, à mon avis, pas le reflet de la vraie trempe de ce type-là, quoi. Parce que ce qu'il a vécu avec cette expérience, à mon avis, c'était vraiment des types qui étaient formés, des pilotes d'essai, des pilotes militaires, qui avaient des nerfs d'acier, et donc il a dû mettre ceci en œuvre lors de cet exercice-là. Ensuite, troisième objectif, c'est de démontrer l'endurance de l'homme et des équipements, évidemment, pour des vols spatiaux de longue durée. Un vol pour partir vers la Lune, ça va durer 8 jours. Donc, il y a eu une mission, Gemini 7, qui est restée 13 jours, et là, on a fait subir aux astronautes différents tests médicaux. Ici, vous voyez un astronaute, Frank Borman, d'ailleurs on va en reparler après pour Apollo 8, qui est en train de faire des tests d'acuité visuelle. Et puis, accomplir des activités extravéhiculaires. Il faut être capable de sortir dans l'espace, parce que quand on va sortir sur la Lune, on sera dans l'espace profond, et donc il va falloir mettre au point des combinaisons spatiales, et après des techniques pour pouvoir se déplacer dans l'espace, là où il n'y a pas de gravité. Enfin, valider la première pile à combustible spatiale. Apollo allait être équipé de piles à combustible, et donc Gemini, pour pouvoir effectuer des missions qui sont longues, a elle aussi été équipée de piles à combustible. 2 en l'occurrence, vous voyez ici une photo d'une des piles à combustible de Gemini. Donc ce programme Gemini a été un véritable succès, il y a eu des incidents, etc. Mais ça a vraiment permis en fait, de rassurer la NASA pour se lancer dans le projet Apollo. Il y a eu 12 vols entre 1964 et 1966, dont 10 vols habités. Je vous ai mis ici une photo de la capsule Gemini, en fait, dans l'océan très certainement Pacifique, avec 2 astronautes, dont le fameux Neil Armstrong. Donc c'est au retour de cette mission qui a failli très mal se terminer. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur Apollo et je vais vous donner quelques informations techniques sur tout le hardware de ce programme. Donc Apollo est constitué, en fait, l'ensemble est constitué de 2 sous-ensembles. Donc j'ai couché, en fait, la fameuse fusée lunaire. Vous avez dans la partie supérieure ce qu'on appelle le spacecraft, le vaisseau, et dans la partie inférieure, le lanceur. Donc toute cette partie-là va être, entre guillemets, consommée et va disparaître. Vous avez en fait uniquement cette partie ici qui va revenir sur Terre. J'en parlerai après. Donc le lanceur qui est constitué en fait donc de 3 étages, et l'ensemble en fait, l'ensemble de la fusée Apollo mesure 110 mètres de haut,
pèse 3040 tonnes. 3 étages successifs vont être allumés pour pouvoir réussir la mise en orbite. En orbite basse terrestre, on va mettre donc 130 tonnes en orbite. Et puis, on va mettre en orbite lunaire une charge utile de 45 tonnes. La poussée au décollage du premier étage doit être supérieure à la masse, évidemment. Donc, on a une poussée de 3450 tonnes. Vous avez ici Apollo 6 qui est en cours d'assemblage dans un bâtiment qu'il a fallu ériger spécifiquement pour ça et qui était particulièrement volumineux et gigantesque. Alors, quelques données sur ce premier étage qu'on appelle le S1C, fabriqué par Boeing. Vous allez voir que toutes les entreprises américaines de l'aéronautique et de l'astronautique vont être associées à ce projet. Il comporte en fait des moteurs, les moteurs F1, qui font chacun 680 tonnes de poussée unitaire et dont le fabricant est Rocketdyne. Ils sont alimentés à la fois par du kérosène, mais un kérosène bien spécifique, le RP1, et de l'oxygène liquide. On va monter 5 moteurs sur le fond en fait, de la fusée, ce que vous voyez ici. Et donc 5 moteurs, ça va donner les 3400 tonnes de poussée nécessaires à arracher l'ensemble de 3000 tonnes de la surface terrestre. 4 des moteurs, les moteurs extérieurs, sont orientables. Pourquoi? Parce que si vous prenez un crayon et que vous le prenez par le dessous, ou une règle, et que vous voulez le soulever, il va falloir en fait le stabiliser. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous avez 4 réacteurs qui vont pouvoir jouer sur des angulations de plus ou moins 6 degrés suivant 2 plans pour en fait orienter et guider la fusée. Donc rattraper les déséquilibrages, éviter certaines choses. Et donc ces moteurs qui à eux seuls mesurent plus de 10 mètres de haut vont être orientables sur des vérins hydrauliques. Vous avez juste pour donner l'échelle ici un petit bonhomme qui n'est autre que Wernher von Braun, donc le père de la fusée Saturne V. Le temps d'allumage de cet étage, c'est 150 secondes. D'accord ? La consommation instantanée, c'est 13,5 tonnes à la seconde. Ça fait quelques baignoires et ça fait quelques réservoirs automobiles. Voilà pour le premier étage, donc qui est le plus impressionnant. Mais il n'est pas suffisant pour atteindre l'orbite. Donc on a un deuxième étage, le S2, fabriqué cette fois-ci par North American Rockwell Corporation, qui lui utilise un autre moteur d'une autre technologie avec une poussée inférieure, 100 tonnes de poussée unitaire, et qui lui fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Je les désigne après dans les slides LH2 et LOX. La particularité de ce moteur, c'est qu'il peut être rallumé en vol, contrairement au moteur F1 du premier étage. On va voir pourquoi, on va rallumer en vol. Il y a à nouveau 5 moteurs, donc ça donne 500 tonnes de poussée. Les 4 moteurs extérieurs sont orientables, toujours pour guider l'ensemble, et le temps d'allumage est de 360 secondes. Et puis on continue de grimper, et on arrive sur notre troisième étage, qui s'appelle le S4B, pas le S3, fabriqué par Douglas Aircraft Astronautic Corporation. Il utilise le même moteur, il n'en utilise qu'un, donc 100 tonnes de poussée. Ce moteur peut être allumé en vol, il est lui aussi orientable, et par contre, il va avoir 2 temps d'allumage. Un premier temps d'allumage de 136 secondes pour finir d'aller chercher l'orbite terrestre, et après, le second temps d'allumage, 335 secondes, ça va être pour propulser l'ensemble, pour l'extraire de l'attraction terrestre et le mettre en fait sur une trajectoire lunaire. Donc c'est pour ceci qu'on a un moteur qui est rallumable. On va maintenant regarder l'autre partie du vaisseau, enfin l'autre partie de l'ensemble, donc le vaisseau que vous retrouvez ici, et qui est donc constitué d'une première partie qui s'appelle le module de commande, le CEM, commande module, et qui abrite 3 astronautes. Donc on avait un astronaute avec Mercury, 2 astronautes avec Gemini, et là 3 astronautes avec Apollo. Pourquoi 3 ? Parce qu'il y en a 2 qui vont partir explorer la Lune, et un qui va rester en fait dans le module de commande et le module de service en attente en orbite lunaire. Les Russes, dans leur programme, avaient prévu d'envoyer un seul astronaute sur la Lune. Un peu anxiogène, on est quand même mieux en équipe de 2. Ensuite, en dessous
En dessous donc, du module de commande, on trouve le module de service qui, lui, a tout ce qu'il faut pour faire vivre l'ensemble, notamment les piles à combustible, les réservoirs d'hydrogène, et puis un ensemble en fait, de moteurs. En dessous, on trouve le module lunaire qui a ses pattes repliées, là, cette espèce d'insecte, et lui, il est abrité sous un capotage aérodynamique parce qu'il a été conçu pour ne fonctionner uniquement dans l'espace. C'est-à-dire que s'il était mis à l'air libre sur le lanceur, il serait immédiatement déchiqueté par les pressions dynamiques lors du lancement. Donc c'est un petit objet super fragile qui ne peut évoluer que dans l'espace. Et puis enfin, pour les premières étapes ascensionnelles, c'est-à-dire pendant le temps de combustion du premier étage, en cas de pépin, il y a une tour d'éjection qui va en fait emmener le module de commande et le sortir en fait de la boule de feu s'il y a eu explosion 80 mètres plus bas. Voilà la constitution du vaisseau. Donc, ce fameux ensemble module de service et module de commande était fabriqué par North American Rockwell, comportait donc 3 astronautes, un moteur fusée principal qui est réallumable, lui aussi, et puis un ensemble de 4 moteurs de contrôle qu'on voit ici. Hein, il y en a 4 en fait sur toute la périphérie du module de service qui vont servir en fait à faire des micro-corrections et des micro-déplacements pour pouvoir s'orienter. La masse de l'engin, c'est quand même 30 tonnes. Ça mesure 11 mètres de long et un diamètre à peu près de 4 mètres. Vous avez ici donc le module, le CSM, en orbite lunaire, avec son antenne pour les liaisons radio avec le centre de contrôle de Houston. Ici, vous avez 3 astronautes en place en fait, dans le module de commande. Et puis ici, donc le module de commande. Je vais être très rapide au sujet du LEM. Je vous ai dit qu'il était conçu en fait, pour n'évoluer que dans l'espace. Il comportait en fait 2 places debout. Et oui, il fallait gagner de la masse, donc il n'y avait même pas de siège. Certains ont passé 3 jours quand même sur la Lune, mais ils dormaient dans un hamac et sinon ils étaient debout. Et dans la phase d'approche, ils ont piloté debout. Il y a un étage de descente, un étage de montée. L'étage de descente va être laissé sur la Lune quand on va repartir. La masse de l'ensemble, c'est quand même 14 tonnes. Et la charge utile, c'est 490 kg. Donc ça permettait de ramener 300 kg de roches lunaires. Voilà quelques photos pour voir ces petits objets bizarres, hein, notamment le LEM qui ressemblait vraiment à une araignée avec ses pattes déployées. Donc là, en fait, on voit une photo prise depuis le CSM du LEM au moment où ils se sont séparés avant que le LEM, en fait, amorce sa descente pour aller se poser sur la Lune. En l'occurrence, là, je crois que ça doit être une mission type Apollo 15 ou quelque chose comme ça. Et ici, vous avez une photo prise du LEM juste après la séparation donc, du CSM. Et donc là, il ne reste plus que le pilote du module de commande qui va rester pendant 2-3 jours en fait, en orbite lunaire à attendre que ces 2 compagnons fassent leur exploration lunaire. Alors là, on a de la super technologie. Et puis à côté de ça, il a fallu mettre en place des superstructures pour pouvoir réaliser tout ça. Alors je ne vais pas toutes vous les présenter, il y en avait à Houston, il y en avait à Huntsville. Je vais juste vous présenter, on va faire un survol du Kennedy Space Center, en fait près de Miami, en Floride, donc, et voir notamment le Launch Complex L-39 qui a été érigé pour le programme Apollo. On va trouver le Vehicle Assembly Building, donc, qui est cette imposante masse qui est à distance à peu près de 4 km des pas de tir. Un Launch Control Center qui va permettre en fait, de gérer le compte à rebours et le lancement hein, au plus près des événements. Et après, le relais sera pris par le contrôle de mission à Houston, au Texas. Ce qu'on appelle la tour de lancement, le Launcher Umbilical Tower, le LUT, quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il transporte la fusée, la tour de lancement, et il va se déplacer pour aller rejoindre le pas de tir, qui se retrouve à 3-4 km sur le bord de mer. Donc vous avez ici un premier pas de tir, vous avez une fusée qui est en préparation avec sa tour de lancement, et puis en périphérie, vous avez en fait tous les réservoirs qui vont permettre de remplir les différents étages, les mettre sous pression
et pouvoir effectuer ça sur place sur le pas de tir. On déplace la fusée à vide. Donc vous avez l'oxygène liquide ici, l'hydrogène liquide et le kérosène. Et puis un deuxième pas de tir qui était un peu plus loin, le L-39B, qui est juste derrière. Le voilà, cette fameuse tour ombilicale. Donc la fusée fait 110 mètres, donc on est dans les 130 mètres. Vous avez des bras qui vont permettre en fait de faire des passerelles pour les équipes techniques, mais qui sont aussi des moyens d'amener tous les fluides sur le lanceur. Vous avez ici sur cette photo la plateforme qui est en fait montée sur un engin chenillé et qui est en train de faire monter une pente pour aller sur le sommet du pas de tir. Cet engin chenillé, c'est le crawler transporteur, qui est quelque chose d'assez important. Vous voyez l'échelle avec le petit bonhomme qui est ici, là. Et donc, ce crawler va être retiré, et donc la plateforme plus l'ensemble fusée et tour vont être posés en fait sur 4 piédestals, enfin, qui sont réglés avec des vérins, et donc qui vont encaisser les efforts de poussée au décollage. Et puis va venir s'ajouter pendant tout le temps de préparation un autre élément mobile aussi imposant, le Mobile Service Structure. Donc là, tout l'ensemble, vous avez 3000 tonnes pour la fusée quand elle va être pleine, vous avez 3500 tonnes pour la tour et à peu près 3000 tonnes aussi pour cette structure. Et puis ce véhicule Assembly Building qui est imposant, une hauteur de 160 mètres, une surface de 3 hectares, un volume de 3 600 000 m3 et la capacité d'assembler et d'ériger en fait 2 Saturne V en simultané. Donc vous avez 2 portes gigantesques. Ici, vous avez une Saturne V qui sort avec sa tour de lancement. Là, vous en avez une autre qui est en train d'être dressée avec une vue impressionnante en contre-plongée depuis le plafond. Donc là, c'est vraiment un des 4 plus grands buildings au monde par son volume. Et ça ne donne pas la véritable notion d'échelle quand on le voit en photo comme ceci. Voilà, je n'irai pas plus loin sur les données techniques. On va maintenant aborder la mission. Je vais vous inviter en fait à vous équiper en fait de scaphandres et puis de vos tenues de vol. Et on va partir pour cette mission Apollo 8. Dans les futurs exposés, on présentera plus d'éléments techniques sur les lanceurs et sur toute la technologie qui était embarquée. En préambule, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une première mission qui était prévue pour le 21 février 1967, Apollo 1, qui a été en fait une catastrophe parce qu'il y a eu un court-circuit, un feu à bord. Étant donné que l'atmosphère était en oxygène pur dans le module de commande, le feu s'est propagé extrêmement rapidement. Une porte en fait qui était assez complexe à ouvrir. Le premier équipage en fait est mort sur place. Donc c'était non pas pendant un lancement, mais pendant une répétition en fait de lancement. Décès de Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Alors ça a fortement marqué la NASA, les États-Unis. Ça a évidemment mis un gros coup dans le programme qui a du coup pris 23 mois de retard, mais c'était absolument nécessaire. Et entre autres, parmi les astronautes, celui à qui on a confié la mission d'une enquête et de piloter toutes les modifications, c'est Frank Borman qu'on va retrouver comme commandant en fait, d'Apollo 8 dans quelques minutes. Donc, dans les modifications qui ont été faites, la première, ça a été de passer avec une atmosphère à bord, non pas en oxygène pur, mais avec 40% d'azote. Une écoutille qui puisse s'ouvrir en 3 secondes et non pas en 45 secondes comme la précédente, parce qu'en 45 secondes, tout avait brûlé dans Apollo 1. Et puis, une installation électrique revue et sécurisée. Il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés. Au total, 1350 modifications. 500 millions de dollars de coûts supplémentaires et 18 mois de travail. Mais c'est ce qui a permis de sauver le programme Apollo. Et les directeurs de la NASA ont clairement dit qu'au-delà de la douleur de perdre un équipage, c'est ce qui avait permis d'éviter des catastrophes qui allaient forcément se passer un peu plus tard et dans des situations qui auraient été peut-être encore plus complexes.
Alors la conception du module lunaire a elle aussi profité des évolutions qui ont été faites sur le module de commande. Donc Apollo 1 n'ayant pas volé, la première mission Apollo qui a volé, c'est Apollo 7, qui a été propulsé par un lanceur plus léger, Saturne 1, et dont l'objectif c'était de faire une première mission habitée avec l'ensemble du CSM sur orbite terrestre. Les astronautes sont Wally Schirra, Don Eisele et Walter Cunningham. Il y a eu plein succès sur cette mission et ça a permis en fait de confirmer que toutes les modifications qui avaient été faites étaient validées. Donc validation des performances du CSM, de l'équipage et la capacité d'effectuer un rendez-vous puisque en fait, le module a effectué un rendez-vous avec le 3e étage qui avait été placé et maintenu en orbite terrestre. Voilà, vous avez ici aussi une photo du module de commande après son amérissage lors des opérations de récupération en mer. Voilà, donc Apollo 7 s'était très bien passé et la mission Apollo 8 devait normalement être une extension de la mission Apollo 7 et Apollo 8 devait emmener le module lunaire pour pouvoir tester le module lunaire en orbite terrestre, notamment donc le rendez-vous, le système pour pouvoir s'arrimer, se séparer, s'écarter, refaire un rendez-vous. Voilà, donc c'était prévu comme ceci, mais malheureusement, Grumman était en retard sur son module lunaire et finalement, la mission Apollo 8 risquait d'être une redite de la mission Apollo 7. Donc ça n'a pas été envisageable pour les responsables de la NASA, notamment pour une autre raison, c'est qu'il y avait des informations provenant de la CIA qui stipulait qu'il y avait un lanceur lourd russe qui était sur le pas de tir, prêt à partir pour une mission circumlunaire au mois de décembre. Alors ils allaient partir au même moment, parce qu'en fait les fenêtres de tir sont les mêmes quasiment pour les Russes que pour les Américains, étant donné qu'ils ne sont pas sur l'équateur. Les Américains sont plus bas, mais voilà. Donc avec ces infos de la CIA, la non-disponibilité du LEM, la NASA va prendre en août 68 une décision assez volontaire de dire on transforme la mission, on va essayer de battre les Russes au poteau et d'aller sur la Lune, d'aller autour de la Lune avant eux. Donc ça va devenir le premier vol habité circumlunaire et ça va être aussi le premier vol habité pour le super lanceur lourd Saturne V. La fenêtre de tir est fin décembre et le tir est programmé le 21 décembre. Donc fin août, ils décident ça, ils ont 4 mois pour s'y préparer, l'équipage ne s'est pas préparé à ce type de mission et on ne sait pas encore comment guider l'ensemble en fait, sur une trajectoire pour le mener sur la Lune. Donc ça a été un véritable crunch là aussi. Vous voyez ici des photos en fait, du lanceur russe Proton et du vaisseau Zonde qui était prévu d'aller effectivement aussi se placer en orbite autour de la Lune. Alors, 1968, le contexte, c'est une année qui n'a pas été terrible, qui a été même terrible pour les États-Unis. On est toujours dans une ambiance extrêmement forte de guerre froide, de conflit nucléaire. Il y a eu une intensification forte du conflit au Vietnam, début d'année 68. L'Amérique est en ébullition et donc avec des manifestations et des événements qui l'ont vraiment troublé dans cette année au sujet de la lutte pour les droits civiques, l'équité entre les citoyens. Elle a été frappée aussi par 2 assassinats, Martin Luther King et puis Robert Kennedy, le frère du président John Fitzgerald Kennedy, qui lui avait déjà été assassiné en 1963. Donc John Fitzgerald Kennedy n'a jamais pu voir le succès de son pari qu'il avait lancé en 1961. En France, en mai 68, ce sont donc les événements de 68. Et puis, du côté de nos ex-pays de l'Est, c'est la fin du printemps de Prague en Tchécoslovaquie avec l'entrée des forces du pacte de Varsovie à Prague. Donc l'ambiance est plutôt morose pour 68 et la NASA va se dire pour Noël, on va offrir un beau cadeau à nos concitoyens, on va essayer de leur envoyer nos vœux depuis une orbite lunaire. L'équipage qui a été retenu est composé donc de trois membres d'équipage.
Le commandant de la mission qui est ici, Frank Borman, est un pilote de l'US Air Force. Il a été élève pilote à l'âge de 15 ans, donc il aime voler. Il a fait West Point et il a dû sortir dans les 15 premiers, sur des promos de 600 ou 700. Il est pilote de l'US Air Force. Il passe un master en ingénierie aéronautique au Caltech, devient pilote d'essai. Il fait donc un premier vol sur Gemini 7, puisqu'il fait partie du deuxième groupe d'astronautes qui ont intégré le programme Gemini. Frank Borman a fait ça non pas pour le plaisir d'aller sur la Lune, il était surtout animé pour battre les Russes au poteau. Un autre profil, le Captain James Lovell, donc pilote lui aussi de l'US Navy. Lui, par contre, il est différent. Il est passionné dès l'enfance par les fusées, par les moteurs fusées, par Jules Verne, de la Terre à la Lune. Il a fait l'Académie navale et il a passé sa thèse sur les moteurs fusées. Il est pilote de l'US Navy pendant la guerre de Corée, puis pilote d'essai. Tous les pilotes, en fait, au début du programme Apollo étaient des pilotes d'essai. C'était une contrainte et une imposition, en fait, de la NASA. Ça s'est un petit peu transformé pour les dernières missions. Et puis, il était aussi astronaute dans le groupe 2, et il a fait 2 missions avec Gemini 7 et Gemini 12. Donc, Jim Lovell, qui est ici, et qui est aussi très connu en tant qu'astronaute, parce que c'était le commandant de la mission Apollo 13, qui a subi un incident majeur. Et il a ramené son équipage sur Terre. Et puis, le troisième homme, le pilote du LEM, le Lunar Module, donc William Anders. Mais oui, mais il n'y a pas de LEM, puisqu'il n'est pas prêt. Bon, on l'a quand même emmené, d'accord, et on va lui donner d'autres tâches. Mais bon, il n'était pas là pour sa mission originale, puisqu'il n'y a pas de LEM dans le vaisseau Apollo 8. Donc lui aussi, il a fait l'Académie navale, il est pilote de l'US Navy. Il a un master en sciences sur tout ce qui est ingénierie nucléaire. Ça va être fortement utile, et c'est aussi une raison de sa présence dans l'équipage, parce que pour la première fois, on va en fait franchir la ceinture de Van Allen. Donc c'est une zone qui est inconnue, où l'équipage va pouvoir être soumis à des radiations. Et donc, William Anders, dans le programme Apollo 8, s'est particulièrement occupé de cette problématique de vérifier la protection en fait, qui était donnée par le module de commande et s'assurer que les astronautes allaient pouvoir passer très rapidement, parce qu'ils sont passés très rapidement dans cette ceinture de Van Allen et donc ils n'ont pas rencontré de problème. Alors ceux qui diffusent des fake news et qui disent que ça ne s'est jamais passé parce qu'on ne peut pas passer la ceinture de Van Allen, il y a eu des mesures qui ont été faites, qui ont été ramenées sur Terre, et ils n'ont pas été exposés plus du 10e de l'exposition d'une radio des poumons en 1969. Voilà. Donc voilà l'équipage, trois personnages différents, des gars qui sont vraiment aguerris, et qui sont culottés parce que ce qu'ils vont faire est c'est quand même s'asseoir sur une fusée qui, si elle explose, c'est une petite bombe nucléaire, à peu près 2 kilotonnes. Voilà, alors les objectifs de la mission, je vais aller rapidement, je vais citer que les objectifs premiers, c'est donc de démontrer les performances combinées de l'équipage, du vaisseau spatial et de l'équipe de contrôle de mission pendant une mission habitée avec le lanceur Saturne V et le module de commande et de service. Et puis, ça va être de valider la procédure d'une trajectoire de retour libre, d'une insertion en orbite lunaire, afin d'opérer un futur Lunar Orbit Rendez-vous. Alors, la trajectoire de retour libre, c'est ce qui va permettre, s'il y a un pépin, de passer derrière la Lune, donc d'être aspiré par la Lune, l'attraction lunaire, et puis de faire un retour boomerang, et d'être directement réinjecté dans une trajectoire qui vous ramène sur la Terre. Après, la difficulté de rejoindre la Lune, c'est qu'à l'échelle, si vous voyez la petite balle de tennis qui est posée là au sommet du rétroprojecteur, c'est la Lune. D'accord ? À l'échelle, la Terre, c'est le ballon de basket. D'accord ? Et en fait, la distance, c'est ça, à l'échelle. Et donc, je vais devoir mettre sur une trajectoire lunaire un vaisseau
qui va devoir arriver en fait au bon endroit sur la Lune, ni trop tôt ni trop tard. Si j'arrive trop tôt, eh ben, je ne vais pas être pris par l'attraction lunaire telle que c'était prévu et calculé, et là je vais être renvoyé, dévié pour partir vers une orbite solaire par exemple. Donc là l'équipage il est perdu quasiment, parce qu'avec le moteur du module de commande et de service, ce n'est pas évident de se freiner et de revenir. Et puis si j'arrive trop tôt, ben, je percute la Lune. Et l'objectif, c'est de se mettre en orbite lunaire à 100 km du sol de la Lune. 100 km, pourquoi une orbite aussi basse? C'est parce que ça va permettre d'économiser le carburant sur le module lunaire pour pouvoir se poser, chercher, il y avait des trajectoires qui étaient prévues, des sites qui étaient prévus, mais il faut emmener le minimum de carburant. Donc si on se met à 400 km de la surface lunaire, il va falloir freiner beaucoup plus le LEM, donc il emmène beaucoup plus de carburant. Et ça, ça ne passait pas dans le devis-masse avec une Saturne V telle qu'elle était prévue. Et donc 100 km à l'échelle, c'est en fait le sommet des petits poils de ma balle de tennis. C'est 2 mm. Vous imaginez, il faut arriver sur une Lune qui se déplace à 2 mm de la balle. Et l'informatique de l'époque, c'était la calculatrice que j'avais quand j'ai passé le bac, quasiment. C'était loin d'être ça. Et ils y sont arrivés. Allez, c'est parti pour la mission. Je vous emmène. Et on va démarrer le compte à rebours. Donc vous allez trouver sur les slides qui suivent les informations suivantes. Le nom d'une étape, je l'ai souvent conservé dans son terme anglais. Vous allez trouver ici le compte à rebours avec donc heure, minute, seconde et dixième de seconde pour certaines phases. Ici un petit descriptif de ce qui se passe. La situation sur cette carte, d'accord, et puis des photos qui sont cohérentes avec la thématique de la diapo. Donc, le compte à rebours commence 100 heures avant le décollage. Je vous passe toutes ces 100 heures. On va commencer en fait à 5 heures avant le décollage. Nous sommes le 21 décembre 1968, c'est 2h46 du matin et on réveille l'équipage. L'équipage va déjà se rendre à un test médical. On va s'assurer qu'il est sain, qu'il ne porte pas de virus, de microbes, parce que si c'est le cas, on va immédiatement remplacer l'astronaute qui est en potentiel défaut par l'astronaute équivalent de l'équipe backup. Il faut savoir qu'il y avait une seconde équipe qui faisait exactement le même entraînement et qui était là pour prendre le relais au cas où. Et si c'est quelque chose qui contamine en fait l'ensemble de l'équipage, c'est l'autre équipe qui part. Alors le backup pour Apollo 8, c'était l'équipe d'Apollo 11. Ils vont prendre un petit déjeuner et puis après ils vont aller passer de longs moments en fait pour être équipés de leur combinaison de vol et tout le système qui va rendre en fait leur combinaison de vol un petit engin autonome qui leur permet de vivre et de respirer. À moins 2h40 avant le décollage, ils vont donc quitter le building où ils étaient en train de se préparer. Ils vont monter dans un véhicule et se rendre donc à 3 km sur le pad 39A pour rejoindre la fusée. On voit ici l'équipage qui porte en fait le petit dispositif qui leur permet en fait d'être alimentés et de pouvoir respirer dans leur scaphandre. Donc on est toujours ici à Cap Kennedy en Floride. On est maintenant à moins de 2h30, c'est l'installation à bord. Le commandant Borman va prendre le siège gauche, le pilote du LEM Anders le siège droit et le commandant le pilote du module de commande Lowell le siège central. On les voit ici en place, donc Lowell est ici, Borman le commandant est à gauche et puis Anders est à droite. Ici on voit William Anders. Juste avant d'entrer, vous avez le module de commande qui est là-bas derrière avec sa petite trappe d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tôt le matin, vous avez le pilote du module lunaire qui était en backup, qui est à bord et qui fait toutes les vérifications de checklist, de s'assurer que quasiment le millier de switches sont bien en fait sur les bonnes positions.
Là, on commence à se rapprocher. On est à moins 3 minutes 10 en fait, du décollage. Donc là, le countdown, le compte à rebours va passer sous contrôle automatique. On fait la mise en pression des réservoirs. Ils sont remplis, mais on les met en pression. On va passer à l'alimentation électrique interne, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le lanceur était sous alimentation électrique externe. Et là, en fait, c'est les batteries qui prennent le relais. On va activer le guidage inertiel interne, qui va permettre en fait au lanceur d'être autonome. Il faut savoir qu'ils étaient au nombre de 2. Il y avait un guidage inertiel dans le module de commande et un guidage inertiel sur Saturne V. Et puis, on va retirer les bras d'accès et on va mettre en route l'arrosage copieux en fait, du pas de tir. On va arroser pour éviter de dégrader trop le pas de tir et puis aussi pour des problèmes en fait, d'émissions acoustiques. Le premier tir de Saturne V a été fait à sec et ça a été, à ce qui paraît, terrible en termes de vibrations acoustiques. Et donc la technique de l'arrosage, qui se voyait après d'ailleurs pour les lancements de navettes spatiales, et c'est ce qui fait cette énorme fumée blanche, en fait c'est de la vapeur d'eau, hein, et ben c'est un dispositif d'arrosage du pad. Vous avez ici donc Apollo 8 qui est en attente au petit matin, et puis ici donc une vue intérieure du centre de contrôle qui est à quelques kilomètres du pas de tir. Et puis là, maintenant, c'est parti. C'est-à-dire qu'on est à moins 1 seconde. Et qu'est-ce qui se passe à moins 1 seconde? Enfin, entre moins 8 secondes et moins 1 seconde, on va mettre en route les turbopompes. D'accord? Chaque turbopompe, c'est 60 000 chevaux en puissance. On allume les 5 moteurs F1. Alors, c'est séquentiel, mais on a l'impression que ça se passe en même temps. On retire les bras ombilicaux. Donc, c'est tous les bras, en fait, qui sont ici et qui étaient connectés, en fait, à la fusée jusqu'au dernier moment. Et donc, à moins 1 seconde 38, on a vérification qu'on a la pleine puissance, en fait, sur les 5 moteurs. Et donc, on a libération des bras de verrouillage. Et là, c'est le décollage. Voilà, vous avez, en fait, Apollo 8, à peu près à cet instant, hein, à moins 1 seconde de la libération. Donc, c'est l'allumage des moteurs. Et donc, immédiatement, une fois que c'est libéré, c'est ce qu'on appelle le décollage, le lift-off. À 1 minute 8 secondes, on a 3400 tonnes de poussée, 13 tonnes de carburant à la seconde en kérosène et en oxygène liquide. Et on va immédiatement se servir de l'orientation des moteurs pour basculer Saturne V, et lui faire un mouvement d'évitement par rapport à la tour. Dans certaines vidéos, ça se voit nettement, on la voit tout de suite prendre un angle pour échapper, hein, plutôt que d'être éventuellement poussée par une rafale de vent. Voilà, il ne fallait pas prendre de risque, donc elle va être tout de suite écartée. Donc là, vous êtes à peu près plutôt à 3-4 secondes en fait, sur cette photo, hein, décollage d'Apollo 8, avec une flamme qui commence à être conséquente, hein, puisque ici, elle fait déjà 40 mètres. Et puis, c'est l'ascension. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. À 1 minute 01, on est déjà à Mach 1. On pousse toujours avec 3400 tonnes de poussée. La flamme est telle qu'elle ici. Et ça continue de pousser. On monte, on monte. À 1 minute 18 secondes, on est au maximum de pression dynamique. La flamme s'allonge, fait à peu près 400 mètres de long. Et ça continue de débiter le kérosène et l'oxygène liquide. Dernière photo, on a ici une flamme qui fait plus de 500 mètres de long. Du fait de la raréfaction de l'air, donc la pression est différente qu'au sol, la flamme n'a plus du tout la même allure. Et vous pouvez constater qu'elle remonte en fait le long du premier étage. Elle va carrément en fait en carboniser une bonne moitié. Là, on est toujours en puissance maximum, hein, les 5 moteurs donnent toute leur poussée nominale. Et puis, il va falloir, à partir du moment où toute la poussée aura été donnée sur le premier étage, il y a plus ce qu'il faut en fait pour pousser, on va séparer le premier étage. Donc là, c'est un séquençage complexe, avec des actions qui sont très rapides, ça va se faire en 1 minute. On est déjà à 68 km et on se déplace à 2,4 km/s, hein, soit 8640 km/h. On est à 2 minutes 05 du décollage. Donc voilà ici une photo de la séparation du premier étage. Et là, c'est une photo qui a été faite avec la mission Apollo 11.
On n'a pas tout le temps des bonnes photos pour chacune des missions. Donc on est là en fait sur notre carte. Hein, on a décollé, voilà, on commence à être au-dessus de l'océan Atlantique. Alors, ça va durer 1 minute. Comment ça se passe? Alors avec ce petit schéma, je vais vous expliquer. Le lanceur était à pleine puissance, on coupe les moteurs. Donc en coupant les moteurs, il y a décélération. Et c'est ce qui fait qu'en fait, que les astronautes vont avoir l'impression d'être projetés en fait, sur le tableau de bord de leur module de commande. On coupe les moteurs, décélération. Immédiatement, on a des charges explosives, des boulons explosifs qui vont en fait exploser et séparer les 2 étages. On a sur le premier étage des petits boosters à poudre qui vont en fait s'allumer pour freiner en fait le premier étage et laisser partir le 2e étage, le 3e étage et le vaisseau. Quasiment simultanément, au niveau du 2e étage, le même type de booster à poudre va s'allumer, non pas pour s'écarter, mais pour en fait plaquer sur les fonds de réservoir l'hydrogène et l'oxygène liquide, pour que l'allumage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc cette petite phase-là est vraiment en fait pour bien mettre en configuration les combustibles dans les réservoirs. Et quasiment simultanément, on allume en fait les 5 moteurs J2 pour enfin, après, extraire et éjecter ce qu'on appelle l'anneau interétage, en fait, qui fait la liaison entre le premier étage et le second étage. Alors, j'ai passé en fait ici les photos où on voit en fait, le premier étage, la caméra est sur l'arrière du 2e étage, et on voit en fait le premier étage partir, puisque lui, il est freiné par ses rétrofusées. Et ici, sur ces photos, on voit en fait l'anneau d'interétage, donc dans la phase 6, qui se sépare, et puis qui va donner l'impression de prendre feu, parce qu'il passe en fait dans le flux des gaz éjectés par le moteur J2. Les 5 moteurs. Voilà, on a fait ça, et immédiatement après, on va faire une autre opération. On va éjecter la tour de sauvetage. Donc là, il n'y a plus de bouée de secours, il n'y a plus de bouée de... Voilà, maintenant, ils sont partis, et il n'y a plus de moyen de quitter l'ensemble. Donc ici, vous voyez un test en fait, d'éjection du module de commande par cette tour d'éjection. Le second étage va brûler pendant un certain temps, et puis quand il va être consumé, on va devoir à nouveau s'en séparer. Le procédé et le séquençage est exactement identique. On est à ce moment-là à 176 km d'altitude, et on se déplace à 7 km/s. Voilà comment ça se passe, c'est exactement la même chose. Il va y avoir coupure des moteurs, séparation de l'anneau interétage, accélération avec les boosters pour plaquer l'oxygène et l'hydrogène liquide, et puis allumage du moteur J2. Et c'est quelque chose qui se passe à la verticale de l'Afrique. Vous avez ici une séquence filmée en fait, de la séparation. Vous pouvez voir ici les 3 petites éjections qui sont en fait les éjections de ces boosters à poudre, qui permettent en fait de plaquer l'hydrogène et l'oxygène. Et après ici, c'est l'allumage du moteur J2. Et c'est parti pour une combustion qui va se couper quand on va arriver avec la bonne vitesse et la bonne altitude pour se mettre en orbite. Alors on va se mettre en orbite terrestre, on est à 184 km, et c'est ce qu'on appelle une orbite de parking. C'est-à-dire qu'on va y rester un petit moment pour faire des vérifications avant de réallumer le 3e étage et partir sur la Lune. La durée du parking, ça va être 2h30, le temps de faire à peu près deux orbites. On va vérifier les données de guidage inertiel, vérifier que tout est bon, tout est OK, tout est au vert, pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle le TLI, donc le Translunar Injection. Et donc c'est la phase suivante, c'est le réallumage du 3e étage, une durée d'allumage de 317 secondes, qui va propulser l'ensemble à 11,2 km/s, soit 40 320 km/h. Donc là, le Guinness des records a enregistré un nouveau record de vitesse qui a été battu par Apollo 10, je crois, derrière, mais c'est tout, quoi. C'est la plus forte vitesse enregistrée pour un véhicule habité.
Apollo 8 est donc sur sa trajectoire lunaire de libre retour. Hein, au cas où ça se passe mal, eh ben, elle passera derrière la Lune et elle pourra revenir. Voilà, donc c'est parti pour le voyage lunaire. On est à 3h10 maintenant et on va devoir laisser ce 3e étage. On va donc éjecter les 4 éléments de protection du LEM. On va faire une manœuvre grâce aux 4 petits moteurs d'attitude, parce qu'il est hors de question d'allumer le moteur principal qui détruirait à ce moment-là instantanément le module lunaire qui normalement devrait être en fait situé ici sur le sommet du 3e étage. Donc vous avez ici le module de commande qui va manœuvrer, il va s'écarter et se mettre en pivotement pour venir pointer son nez en direction du 3e étage. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, il n'y avait pas besoin de le faire pour Apollo 8, mais c'était un des objectifs de la mission, ça a été d'essayer de simuler cette phase-là, qui est une phase critique pour les prochains vols, parce qu'il va falloir revenir chercher le LEM dans le sommet du 3e étage, s'arrimer à lui et le sortir en fait de son logement. Donc là, il y avait en fait une masse inerte qui représentait la masse du LEM, et vous voyez ici le 3e étage. L'équipage a eu une petite frayeur, c'est qu'ils ont perdu le visuel sur le 3e étage pendant un moment, et du coup, c'était quand même assez inquiétant d'être à 40 000 km/h. Enfin, ils avaient peut-être déjà dû commencer à freiner, parce qu'en fait, ils vont pas cesser de freiner, puisqu'il y a la Terre qui les retient. Hein. Et donc, ils ont été inquiets un moment, et ils ont fait 2 manœuvres évasives pour pouvoir s'écarter de ce 3e étage. Essayer d'éviter la collision. Alors, oui, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui a été fait, c'est que le 3e étage n'est pas resté comme ça. On l'a réorienté pour lui faire suivre une trajectoire. Il est passé près de la Lune et il est parti pour se placer en orbite autour du Soleil. Les futurs étages vont être utilisés en fait sur les missions suivantes pour aller percuter la Lune. C'est-à-dire que c'était un élément qui permettait en fait de faire des mesures sismiques. Vous aviez des sondes qui avaient été en fait posées sur la Lune ou des dispositifs d'études sismiques qui ont été mis en place par les astronautes qui ont fait les missions suivantes. Et en fait, chaque mission envoyait un 3e étage percuter la Lune pour donner en fait une impulsion et du coup réaliser les mesures. Donc ça faisait partie aussi du programme d'Apollo 8, de voir comment est-ce qu'on pouvait diriger le 3e étage une fois qu'il était plus utile pour la propulsion. À pratiquement 5 heures après le décollage, il va falloir commencer à s'occuper d'une problématique, c'est que dans l'espace, on a, si on est à l'ombre ou si on est au soleil, des variations de température qui sont extrêmement importantes, hein, entre moins 120 degrés Celsius et plus 150 degrés. Donc si on laisse le module de commande toujours orienté de la même manière, eh ben, il va y avoir des dégâts extrêmement conséquents d'un côté à cause d'une température extrêmement forte, et puis l'inverse de l'autre côté. Donc, il y a un procédé qui est par allumage en fait, des petits moteurs d'attitude, de mettre en rotation en fait, le module de commande pour réguler la température. C'est ce qui est appelé le mode barbecue, parce que le module de commande tournait comme un poulet sur une broche. Alors, l'équipage va enfin pouvoir avoir un peu de temps pour quitter sa combinaison spatiale et en fait se retrouver avec des habits plus légers, ne plus avoir en fait le casque et puis respirer en fait l'atmosphère du module de commande. Donc vous voyez ici la tenue portée par les astronautes. Ici c'est William Anders. Voilà. Et donc ils vont pouvoir commencer à s'occuper de leurs activités. Une des premières activités qui va être conduite, ça va être de vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire. N'oublions pas qu'on doit arriver à 2 mm de notre balle de tennis. Donc, le pilote du module de commande, James Lowell, va en fait procéder comme faisaient les navigateurs à l'époque de Magellan ou de Christophe Colomb, mais avec un produit un tout petit peu plus technique. Il va, avec un sextant optique, il va vérifier, corréler les données en fait, du système de guidage inertiel avec des relevés qu'il va faire avec les étoiles, le Soleil, la Terre, enfin tous les éléments en fait, repérables qu'il peut utiliser pour vérifier qu'ils sont effectivement au bon endroit prévu et sur la bonne trajectoire.
Ça s'est bien passé parce que sur le nombre de corrections de mi-course qui était prévu, ils vont avoir besoin de faire 2 corrections au lieu de 3 pendant le trajet Terre-Lune. La première correction 11 heures après le décollage et la seconde à 60 heures, c'est-à-dire à 7 heures de la Lune, pour être vraiment certain d'ajuster le point d'insertion lunaire, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver trop tard, parce que si on arrive trop tard, on percute la Lune. Donc ça s'est extrêmement bien passé et du coup les calculs et les mises sur trajectoire étaient effectivement très bons. Et puis, ma foi, il va falloir tuer le temps, parce que ça va durer 65 heures, mais enfin bon, ils avaient beaucoup de choses à faire. Les activités de contrôle, de gestion du vaisseau, des petites expériences scientifiques, essayer de se reposer. Ça n'a pas été évident, au départ ils ont eu du mal à dormir parce qu'il y a l'excitation, il y a plein de choses à faire. Pour le commandant Frank Borman, il a fallu lutter contre le mal de l'espace. Il avait pourtant déjà été astronaute avec Gemini, mais il a été particulièrement malade pendant une demi-journée. Je ne vous explique pas ce que ça peut donner en apesanteur. Et puis, ça a été l'occasion de faire deux premiers TV shows pendant ce trajet qui a duré 2 jours et demi. Alors vous avez une photo ici de William Anders lors d'un TV show qui est en train d'expliquer comment est-ce qu'on se brosse les dents en apesanteur. Donc ici, il tient sa brosse à dents. Voilà, ils animaient les choses en montrant toutes les particularités du verre d'eau qui est en fait une sphère d'eau et qu'on boit à la paille. Ici, vous avez le commandant, donc Frank Borman, aussi pris en extrait pendant un show télé. Ce qui va se passer aussi, c'est que, étant donné que le module de commande fait dos à la Lune, il regarde la Terre. Et donc là, cette fois-ci, pour la première fois, on va pouvoir observer la Terre dans son intégralité. Tant qu'on était en orbite terrestre à 200 km, on ne peut pas saisir l'intégralité de la Terre. On voit la courbure de la Terre, on devine sa sphéricité, mais là, c'est la première fois qu'on va recevoir des images télé en direct de notre bonne vieille Terre, ici. Alors, la qualité n'était pas terrible, vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'était du noir et blanc. Et puis les astronautes vont revenir en fait avec des films argentiques de photos qui sont assez extraordinaires. Donc là, vous avez une photo, alors je ne saurais pas vous dire si c'est sur le trajet aller Terre-Lune ou si c'est au retour, mais on voit donc ici la Terre telle qu'ils ont pu l'admirer. On continue de voler, ça fait 55 heures qu'on vole, et là, il se passe un point qui est important. C'est-à-dire qu'on va passer l'équigravisphère. Donc c'est le point où en fait l'attraction lunaire équilibre l'attraction terrestre. Ça se situe ici sur ce cercle orange, donc c'est très proche de la Lune. La Lune, vous avez une pesanteur à 1,6 mètres secondes au carré. La Terre est à 9,81, donc la zone d'équigravisphère se retrouve extrêmement proche de la Lune. Elle est à 326 000 km de la Terre. À cet instant-là, la vitesse en fait a été diminuée et on est parti à 40 000 km/h quand on s'est extrait de l'attraction terrestre, à la dernière accélération, et là on est à 3 578 km/h. Une fois qu'on passe l'équigravisphère, la Lune attire le vaisseau, donc le vaisseau va réaccélérer. Voilà, vous avez ici les temps de trajet. Il y a eu un temps de trajet de quasiment 70 heures à l'aller et 57 heures au retour. Et puis maintenant, c'est là que les choses vont se compliquer. C'est-à-dire que vous vous imaginez dans un vaisseau, faisant dos à votre objectif, sachant que vous devez arriver à 2 mm de la surface de la balle de tennis, et qu'il ne faut pas arriver ni trop tard ni trop tôt. Donc c'est quand même un peu anxiogène. Il va falloir allumer en fait le moteur principal pour freiner le vaisseau, et en le freinant, il va en fait rentrer dans une première orbite qui va être une orbite elliptique, qui fera 111 km à 314 km. Donc c'est quelque chose qui se passe ici, vous voyez, et qui va se passer en fait au moment où le module lunaire est à l'ombre de la Lune, sur la face cachée. Et donc le centre de contrôle n'aura plus de liaison radio avec ses astronautes. Donc là, au niveau du centre de contrôle, ils ont attendu avec grande impatience la sortie du vaisseau pour savoir comment s'était passée la phase de freinage. Si ça se passait mal, et s'ils freinaient trop longtemps,
eh ben, ils allaient terminer en fait sur le sol lunaire. Et si ça se passait trop court, ils allaient en fait ne pas rentrer en orbite elliptique et puis rebondir et partir un petit peu plus loin. Donc ça s'est bien passé. Ils vont réaliser 2 premières orbites elliptiques en 4 heures de temps. Ils vont commencer à découvrir la face cachée de la Lune, faire des photos, s'émerveiller, faire des films. Il va falloir évidemment vérifier les paramètres de navigation, s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire elliptique, déterminer les paramètres orbitaux, puisqu'il va y avoir une deuxième phase où on va mettre le vaisseau en orbite circulaire. Là, pour l'instant, ce n'est pas terrible pour faire des photos des relevés, parce qu'il y a des moments où vous êtes à 111 km et d'autres où vous êtes à 300 km. Et puis, ils vont en profiter pour faire encore un TV show, parce qu'à l'époque, c'était exceptionnel et c'était le début de la découverte lunaire. Après Apollo 11, il y a eu moins de public. Mais là, en tout cas, tout le monde suivait ces émissions. Alors ensuite, pour circulariser l'orbite, on va réallumer le moteur pendant 10 secondes, donc c'est un allumage très bref. On est inséré dans l'orbite lunaire. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de régulier. On tourne à 111 km au-dessus de la surface lunaire. Et le plan de vol prévoit 8 orbites. Pendant ces 8 orbites, on va surtout pouvoir faire de la photo, renseigner les cartographies, parce qu'avec les télescopes, on avait déjà des choses sur la face visible de la Lune, mais là, on est quand même à 110 km. On peut faire des photos beaucoup plus détaillées. On va faire des photographies stéréoscopiques aussi pour pouvoir avoir des informations sur les valeurs du relief, des films. On va repérer les prochains sites d'alunissage. Et puis, on va aussi déterminer le meilleur moment de la journée lunaire pour programmer les prochains vols. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la surface de la Lune est uniformément grise. Ça ressemble à du plâtre. Et on a très peu de notions en fait, de la géométrie quand on est en plein jour lunaire. Et donc, les astronautes ont dû observer quels étaient les meilleurs horaires, les meilleures situations pour qu'il y ait une vraie bonne perception du relief. Parce que ceux qui vont venir avec le module lunaire pour se poser doivent savoir où ils vont poser les pattes du LEM. Et donc, il y a eu un créneau de 3 heures dans le matin lunaire qui était déterminé. Et ça a engendré les heures de départ et de décollage de toutes les autres missions, où la fenêtre de tir, dans tout le programme, elle était de 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Sinon, on partait trop tard et on arrivait dans un moment du jour lunaire où le soleil était trop vertical et on n'avait pas la bonne perception du sol lunaire. Et puis, il y a eu un moment où le commandant Frank Borman a réorienté le module lunaire. Et jusqu'à maintenant, ils avaient vu que la surface de la Lune, à prendre toutes leurs photos. Et d'un seul coup, ils ont découvert en fait le lever de terre. Et donc, ça a permis à William Anders, équipé d'un magnifique Hasselblad, de faire une toute première photo ici noir et blanc, mais après de générer une photo couleur qui a été connue en fait dans le monde entier. C'est ce fameux Earthrise, lever de terre, qui a été une photo qui a fait les unes des magazines pendant de longues semaines. Donc voilà à peu près une reconstitution de la NASA, de l'orientation du module qui pointait en fait le nez et donc les hublots vers la surface lunaire et qui en fait ici a été pivoté suivant son axe principal, et ce qui fait que là, sur cette orbite, ils ont pu découvrir la Terre telle qu'on la voit sur cette photo. Alors après, pour la petite histoire, la photo a été redressée, a été mise horizontalement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a mise sur l'affiche de la conférence. Voilà, ils ont fait 8 orbites lunaires, ils ont fait des shows télé, et puis maintenant, au bout de ce temps-là, il est temps de penser à rentrer. Donc il va falloir faire une autre manœuvre qui est complexe, qui, si elle rate, on ne reverra pas les astronautes sur Terre. Il va falloir, toujours sur la face cachée de la Lune, réallumer le moteur, donc il faut qu'il se réallume. Donc c'est ici que ça va se passer. On va accélérer, donc un allumage de 203 secondes, qui va, pendant évidemment l'ombre radio, devoir se dérouler correctement. Alors il y a eu le directeur du centre de contrôle de Houston a d'ailleurs dit que dans tous les 3 programmes qu'il a suivis, Mercury, Gemini et Apollo,
ça a été cet instant-là qui a été pour lui le plus pénible à vivre. Et comme le dira James Lowell, quand la liaison radio va être rétablie, il va dire eh ben, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, le Père Noël existe, ça a bien rallumé et on est bien sur la bonne trajectoire. Donc ils sont repartis sur la Terre, pour un trajet là d'une soixantaine d'heures. Donc tout s'est bien passé, l'allumage était nominal, la trajectoire était bien dans le bon couloir. Sur le trajet retour, ici, je fais une photo à 104 heures. Ben, c'est les mêmes activités, hein. Il faut toujours contrôler le vaisseau. C'est une machine extrêmement complexe. Il faut essayer de se reposer parce qu'il reste une opération extrêmement délicate. C'est la rentrée sur Terre dans l'atmosphère. Hein. Et puis, il y a une seule correction de trajectoire qui va être nécessaire lors du retour. Il y a encore 2 TV shows qui vont être organisés. Voici à nouveau une photo de la Terre qui est réalisée pendant le voyage retour. Évidemment, on s'est remis en mode barbecue hein, pour gérer les phénomènes thermiques. Et puis, à l'approche de la Terre, à 146 heures, on va à nouveau faire déclencher des boulons explosifs pour séparer le module de commande qui va conserver nos 3 astronautes et donc quitter le module de service qui ne va plus servir à rien et qui, lui, est incapable en fait, de rentrer dans l'atmosphère. On va couper les faisceaux et toutes les connexions fluides entre les 2 modules. On va allumer les moteurs de contrôle du service module ici pour faire une manœuvre évasive et s'écarter. Et il reste alors plus que cette petite partie qui va rentrer sur Terre, donc 5,5 tonnes pour 3040 au départ. Donc voilà, ça fait 0,2% de la masse totale. Donc on était à peu près ici hein, par rapport à la Terre quand cette manœuvre s'effectue. Ensuite, entre ce point-là et ce point-là, c'est la rentrée dans l'atmosphère. Donc là, on teste quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'un vaisseau va arriver aussi vite dans l'atmosphère, hein, à quasiment 40 000 km/h, hein, une altitude de 120 km. Et donc, le système donc, de bouclier thermique, qui est ablatif, hein, c'est-à-dire que les matériaux vont en fait partir et donc diffuser, et qui est destiné à protéger le module de commande, va pleinement remplir son rôle. Il y aura un silence radio qui est dû en fait à l'ionisation de l'air, et donc pendant un long moment, en fait, le centre de contrôle n'a pas de retour d'informations sur cette phase qui est extrêmement critique. Vous avez ici une photo du module Apollo 8 qui est en train de faire sa rentrée dans l'atmosphère par un avion de chasse suiveur qui était équipé d'une caméra. Donc tout ça s'est extrêmement bien passé. Et finalement, quand le contact radio et l'image a été rétabli, les 3 parachutes étaient ouverts, le module de commande était en train de s'approcher de l'océan Pacifique et allait percuter la mer. Ces photos ne sont pas celles d'Apollo 8 parce que l'amérissage s'est fait alors que la nuit était tombée. Ici, c'est les photos d'amérissage d'Apollo 11. Voilà, ça fait 147 heures que le décollage avait duré, enfin c'était passé. Ils vont retrouver le sol, enfin la Terre, mais c'est plutôt le pont du navire de récupération à 148 heures. C'est donc la fin d'un voyage qui a duré 6,5 jours. Ils ont eu un peu de mal à marcher hein, quand même quand ils sont descendus de l'hélicoptère parce que pendant 6 jours et demi en apesanteur, vous perdez un petit peu le sens de l'équilibre. Et donc, voilà, la mission Apollo 8 a été un plein succès. Donc, si on en fait le bilan, c'est une mission qui est totalement réussie. Le succès est vraiment total. Tous les objectifs principaux et secondaires sont quasiment atteints. La route est donc totalement ouverte en fait, pour aller mettre le pied sur la Lune avant la fin de la décennie, et en l'occurrence dans l'année qui va suivre. Il y a eu plusieurs premières ou records pendant ce vol d'Apollo 8. C'était le premier vol habité et qui a quitté notre monde terrestre, la première mise en orbite lunaire, les premières photos de la Terre dans son intégralité, les premières photos de la face cachée de la Lune, des records de vitesse qui ont été établis pour des véhicules habités, des records de distance aussi, et puis aussi les premiers reportages télé extraterrestres. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'en a pas revu avec des guest stars qui se trouvent
à plus de 380 000 km. Et donc pour la petite information, certaines de ces shows télé ont été suivies par 1 milliard de terriens. Ils n'avaient pas tous une télévision à l'époque, mais tout le monde se retrouvait dans des bars ou chez celui qui avait un téléviseur. Et donc, à l'époque, on était 3 milliards sur Terre. Donc c'est un tiers de la population qui a suivi cet événement-là. Bon, il n'y avait bien souvent qu'une seule chaîne, donc on n'avait pas forcément l'occasion de zapper. En tout cas, en France, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, l'ORTF. Donc, à la suite d'Apollo 8, il y a eu un enchaînement en fait, de missions et de vols habités. Apollo 9, Apollo 10, Apollo 11, qui a été le premier vol en fait, qui a permis en fait, de mettre le pied sur la Lune. Puis on a eu la suite avec Apollo 12, Apollo 13, donc, qui a été un échec réussi. Et puis 14, 15, 16 et 17. Les missions 18, 19 et 20 ont été en fait arrêtées à l'issue de la mission Apollo 11. Parce que ça coûtait quand même énormément d'argent et que finalement le programme d'exploration lunaire pouvait être compressé et tenir en fait avec une mission jusqu'à Apollo 17. Vous avez ici une belle photo en fait d'Apollo 11 avec Edwin Aldrin pris en photo par Neil Armstrong donc en juillet 1969 et puis ici la dernière mission en décembre 1972 avec une photo de Gene Cernan qui est pas au volant, parce qu'il n'y avait pas de volant, mais d'un véhicule électrique lunaire qui lui aussi détient un record de vitesse. Il se déplaçait à 17 km/h maximum sur la Lune, mais dans sa soute, il a volé à 40 000 km/h. Gene Cernan est le dernier homme à avoir mis le pied sur la Lune. Et donc tout ça, ça s'est terminé en 1972. À voir et à savoir si on remettra le pied sur la Lune. En tout cas, je profite de vous donner un flash info, si vous n'avez pas été informé de cela. Il y a une mission chinoise qui s'appelle Chang'e 4, qui a pour objectif de poser un rover pilote automatique sur la face cachée de la Lune. Ça, c'est une véritable prouesse, parce que toutes les missions Apollo ou jusqu'à maintenant toutes les sondes s'étaient posées sur la face visible de la Lune. Là, on va aller sur la face cachée de la Lune. Ça pose des problèmes techniques. C'est une face qui est beaucoup plus en relief, qui est beaucoup plus déchiquetée. Et puis, on a des problèmes avec des liaisons radio pour établir les liaisons en fait, avec le rover. Donc, ça a nécessité en fait, la mise en orbite lunaire d'un satellite de relais de communication. Et ça a été mis en place en mai 2018. Le lancement a eu lieu samedi dernier, le 7 décembre, et on avait la nouvelle hier que la mise en orbite lunaire était réussie. Voilà, donc par contre, il va y avoir un certain temps de préparation, et l'alunissage de la sonde est prévu pour début janvier. Voilà, donc l'aventure continue. Je crois savoir que dans le programme spatial chinois, il est prévu d'aller mettre des spationautes chinois sur la Lune. On va voir ce que ça va donner. On sait aussi que ça fait depuis 1970 qu'on rêve d'aller mettre les pieds sur Mars. Aujourd'hui, on est en 2018 et on ne voit pas trop comment on va le faire avant 2030, je pense. Enfin, on peut avoir des surprises. C'est souvent uniquement une question de moyens. Enfin, pour Mars, le voyage est quand même beaucoup plus long que pour la Lune. Voilà. Je vais m'associer en fait à Frank Borman pour en ce début décembre, parce que pour certains je vous recroiserai pas, vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et Frank Borman avait dit lors de la dernière émission télé en orbite autour de la Lune, Good night, good luck, Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Maintenant, merci de votre attention. Pour ceux qui n'ont pas de contraintes horaires, j'ai été long pour vous faire ce voyage lunaire. J'espère que ça vous a plu. J'ai un petit film qui dure 20 minutes et qui va mettre en animation en fait tout ce que je vous ai décortiqué dans ce storyboard. Mais par contre, si vous avez déjà quelques questions, je peux éventuellement y répondre avant de lancer le film. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.